Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de l'auteur invité, Gilles Legardinier. Monsieur Legardinier, j'aimerais ça qu'on parle du plus récent ouvrage qui a été lancé en poche et soudain tout change. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille, âgée de 17 ans, qui est en dernière année au lycée. Ouais. Et à cet âge-là, on veut tous vivre l'amour. On est à la recherche de l'amour. Ça va même plus loin que ça, parce qu'à cet âge-là, on découvre la vie. On se pose beaucoup de questions. C'est le moment où on commence à vivre un peu loin des parents, mais où ils sont essentiels. C'est le moment où on se pose des questions sur ce qu'on peut, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est. C'est une période fondatrice, et c'est la période que l'on partage tous. C'est-à-dire, on est tous passés par là. Après, les chemins sont différents, mais pour moi, c'est le socle fondateur de quasiment toutes les civilisations occidentales. C'est le moment où on est avec ses potes, ses amis qui sont presque une famille, et où on est d'abord avec soi-même, où on essaie de savoir qui on est et ce qu'on vaut. Et là, c'est des doutes, des espoirs, des erreurs, des découvertes, c'est la vie. Et j'aimais aussi beaucoup la relation aussi avec les enseignants à l'école, parce que des fois, comme dans beaucoup de cas, on aime nos profs, mais des fois, on les aime moins aussi. C'est la vie. C'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui sont de vraies lumières dans votre existence, qui vous passent quelque chose, mais c'est vrai dans nos familles aussi. Vous avez des gens qui vous éclairent dans votre existence, et vous avez des gens où vous dites, mon Dieu, celui-là, j'aurais bien fait l'économie de la rencontre. C'est vrai. Et du coup, à l'école, c'est aussi une façon, on apprend plus humainement vis-à-vis de ses amis et vis-à-vis des enseignants que presque vis-à-vis de la matière, parce que c'est le moment où on est confronté à beaucoup d'adultes. On est des éponges à cet âge-là. Exactement. Et du coup, on a un rapport qui peut être parfois difficile et parfois admiratif, parfois dans le progrès, parfois dans la construction. C'est une période très très importante. Et dans l'ouvrage, on va suivre justement l'évolution de Camille. Il va vivre un événement marquant dans l'ouvrage qui va vraiment changer sa vision de la vie à jamais, là. Tout à fait. En fait, la clé, c'est qu'elle a tous ses amis dans sa classe. C'est-à-dire, pour sa dernière année au lycée, elle a la chance d'être avec tous ses amis. Ce qui est un rêve qu'on a tous eu. Et sa meilleure amie, Léa, est atteinte d'une maladie. Et en fait, ça va l'obliger à se poser des questions avec Léa. C'est un âge où on pense qu'on a toute la vie devant soi. C'est un âge où on pense qu'on est complètement éternel, où on est plus malin que ceux qui étaient là avant, où on a tout inventé. On est tous passés par là. C'est une espèce de force de l'humanité de croire qu'elle réinvente tout à chaque génération. Des fois, il faut quand même se transmettre des choses pour progresser, pour s'aider, pour s'appuyer face à l'épreuve. Et c'est ce qu'elle va traverser elle va traverser les ténèbres dans la lumière. Et moi, en lisant l'ouvrage, je l'ai lu hier et j'ai versé plusieurs larmes en lisant l'ouvrage. Alors tant mieux, Amélie, ça me touche énormément parce que dans mes histoires, j'essaie de parler de la vie. La vie, c'est du bonheur, la vie, c'est du malheur. Et je crois qu'on éprouve tous ça. Ce qui fait la différence dans une existence, c'est la façon dont on l'aborde. C'est comment on réagit face à ce qui nous touche. Et mes livres, j'espère transmettre de l'émotion. Donc que vous en ayez eu, ça me touche énormément, bien sûr. Et ce que j'aimais aussi, c'est la relation entre les parents de Camille et les parents de Léa qui sont amis, les deux jeunes filles qui sont amies, et la relation des parents là-dedans dans les événements marquants qui vont arriver du côté de Léa, là. C'est quelque chose qui existe en réalité, c'est-à-dire souvent, quand vous avez des enfants qui s'entendent tellement bien à l'école, les parents se rencontrent, ça peut être à la maternelle, ça peut être plus tard, et ils finissent par devenir amis, et ça fait une espèce de famille recomposée, on va dire, où les enfants sont presque comme des frères et sœurs, et les parents sont comme des oncles et tantes. Il y a cette espèce de relation autour de l'enfant et du lien qu'a l'enfant avec ses amis que je trouve extrêmement touchante. Et tantôt, en dehors du micro, on parlait que c'est l'ouvrage qui est un peu plus tristounet de tous ceux que vous avez écrits dans cette veine-là de comédie romantique un peu, là. Je sais pas s'il est triste. Pour moi, il est puissant. Tous parlent de choses qui, moi, me touchent, qui me bouleversent. Celui-là parle de quelque chose de grave à un âge où on est censé être léger. Mais je pense que, je sais pas, vous êtes très jeune. Mais, pas tant. Alors, mais si. Mais moi, je me souviens très bien de cette période-là. Et en fait, de l'extérieur, on croit qu'on est léger. Mais à l'intérieur, avec les doutes qu'on a, avec les angoisses qu'on a, avec la pression que le monde fait peser sur nous, c'est pas si joyeux que ça. Moi, il y a une chanson qui est très connue en France, qui est très vieille, qui dit « On n'a pas tous les jours 20 ans oui. » où ce serait effectivement un miracle. J'y reviendrai jamais à mes 20 ans. Je ne veux pas. Mais on se rappelle des souvenirs en lisant l'ouvrage. Moi, je me rappelais justement de ma dernière année au secondaire, parce qu'ici, c'est le secondaire au Québec. Ouais. Et je me rappelais des souvenirs de mon secondaire, comment j'avais vécu ça. Ça, c'est génial. Ça me touche énormément parce que c'est ce que j'espère provoquer, un effet miroir par rapport à vous. C'est-à-dire vous parler à vous de ce que vous avez vécu et de ce que vous ressentez. C'est le rêve que j'ai, moi. Et j'aimerais ça qu'on parle un peu parce qu'il y a deux de vos ouvrages qui devraient être en film, en fait, Demain j'arrête et aussi Complètement cramé. Oui, et ça peut pas rater aussi.
Ah oui? Le dernier, et en fait, et soudain tout change est en développement, mais pour le moment, j'ai pas trouvé la proposition qui m'allait, et je vais prendre mon temps, parce que j'ai le même respect pour les lectrices que pour les spectatrices, et du coup, je vais prendre mon temps de bien faire les choses. Je suis pas pressé. C'est vous qui co-scénarisez, je crois, hein? Alors, par la force des choses, on a essayé de prendre des choses, des gens, des professionnels, entre guillemets. Ils font un métier, ils ramènent ça à des recettes, à des ficelles, et on en a marre. Moi, j'en ai assez. J'ai envie d'être surpris, j'ai envie d'émotion. C'est ce qui a marché dans mes livres. Mes livres ne fonctionnent pas selon des recettes. J'ai pas de cible, j'ai pas de marché. J'ai juste raconté une histoire à chaque fois à laquelle je crois. Et c'est à ça que les gens ont réagi. J'ai envie qu'on fasse la même chose en cinéma. Il y en a assez de voir toujours les mêmes têtes, de voir toujours les mêmes histoires avec les 3 actes soi-disant. Des gens nous expliquent comment faire, mais ils ont jamais rien fait qu'à marcher. Alors je vais peut-être me tromper, mais je vais me tromper sincèrement, et je vais le faire honnêtement vis-à-vis des gens pour qui j'espère le faire. Et on devrait pouvoir les voir quand, ces films-là? C'est très long. Alors Ah oui? pour le moment, on a terminé le premier à partir, a bien démarré, c'est complètement cramé. Donc on a terminé la première version du scénario qui est très aboutie. On est en casting actuellement, mais après il y a 1000 occasions que le film ne se fasse pas. Donc peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans, je sais pas. La seule chose qui compte pour moi, c'est que quand on le présente, j'en ai pas honte, on ne trompe pas les gens, et que je valide tous les éléments humainement. Voilà, on va vivre pendant 2 ans une aventure de tournage avec des gens, et j'ai envie que ça se passe bien. Est-ce que vous avez votre mot à dire pour le casting des comédiens? Alors, je travaille dans le cinéma depuis 30 ans. Je sais ce que c'est qu'un contrat de cinéma. Je connais bien le métier. Donc, il y a des gens avec qui je rêve de travailler. Il y en a avec qui jamais de la vie je passerai un quart d'heure avec eux. Donc, je leur ai fait un contrat qui me permettait de garder la main. Je ne sais pas tout. Je ne suis pas plus malin que les autres. Mais j'ai vu 2-3 erreurs que j'aimerais pouvoir éviter. Et on va essayer de faire les choses correctement. Donc, pas de délai, mais par contre, j'ai la main sur tout. C'est-à-dire, si jamais à un moment je sens que ça n'est pas bon ou que ça n'est pas correct vis-à-vis des spectatrices et des spectateurs, on arrêtera. Je préfère que ce ne soit pas fait que mal fait. Et vous avez déjà une idée peut-être du réalisateur pour... On en a plusieurs. Ah oui? Mais pour le moment, c'est trop tôt pour dire. Non, on n'en parlera pas, mais... Non, c'est très précis. Même sur le casting, on a des contacts. C'est très précis. Et ça doit être intéressant aussi d'adapter son ouvrage pour un film. Pas du tout, Amélie. Ah non? Mais non, parce que moi, j'ai besoin... Parce qu'on doit laisser aller des trucs, hein, sûrement. Puis non, c'est même pas ça. C'est que j'ai besoin de jouets neufs. C'est-à-dire, j'ai besoin d'histoires neuves. Je suis en train d'écrire mon prochain roman qui sortira en octobre prochain. J'ai plein d'histoires à vous proposer. Ça se bouscule dans ma tête. Si on me laissait écrire, je passerais mon temps à ça et je pourrais vous proposer 3-4 bouquins par an. Donc c'est beaucoup pour le métier, puis c'est beaucoup pour les lecteurs. Donc en fait, je vais lentement, mais retravailler sur une histoire dans laquelle vous avez déjà vécu pendant plusieurs années, pour quelqu'un qui aime le souffle, qui aime l'aventure, qui aime avancer, c'est presque un travail. Est-ce que vous laissez rester longtemps habité par vos personnages? Ah, ils vivent en moi. Ah oui? C'est presque schizophrène parce que il y a des fois, alors je ne confonds pas la réalité et mes romans, hein, mais des fois, je pense à Andrew, des fois je pense à Julie, des fois je pense à vous parliez de Camille tout à l'heure gentiment, des fois je pense à Marie, bien sûr. Puis quand je parle avec les gens, je me rends compte qu'ils existent quelque part en eux, ils existent quelque part en moi. C'est une belle zone où vous avez en fait des sentiments cohérents qui se passent dans un monde que vous avez conçu comme vous êtes. Ça veut dire que les choses se passent en général plutôt bien. Et en préparant mon entrevue, je lisais que vous vous levez très très tôt le matin pour écrire avant de travailler sur vos projets en cinéma. C'est pas un choix en fait. C'est-à-dire que au début, quand il y a eu l'envie d'écrire et que j'ai commencé à prendre ça pour une activité à temps plein, je me suis dit, je commençais par faire ma journée avec le travail, les clients, les parents, les enfants, les poubelles à sortir, le ménage à faire, toutes ces choses qui nous occupent. Et donc je me mettais à écrire le soir après. Je commençais à 9h30, 10h le soir. Donc vous êtes fatigué, vous êtes usé par la journée. Et donc ce qui me touchait le plus, je le faisais en dernier, donc avec le moins d'énergie, et je finissais mes journées en rage, mais énervé contre moi parce que j'avais plus la force de sortir ce que j'avais à sortir correctement. C'était indigne de ce que je voulais mettre dans mes livres. Et donc en fait, je me suis dit, il faut que j'apprenne. C'est-à-dire que j'ai inversé les choses. Je me suis dit, si je me lève très tôt, donc je suis levé à 3h, 3h15, une douche, à 3h30, je suis devant mon écran. Et là, jusqu'au petit déjeuner, à 7h, avec les enfants et avec ma femme, j'écris. Le téléphone sonne pas. Les gens dorment. Vous gagnez du temps sur la vie. Et du coup, après, vous êtes libre pour le monde. Vous êtes disponible pour les gens parce que vous avez déjà fait ce que vous vouliez le plus faire au monde.
Et ça, vous avez vidé votre tête de ce que vous vouliez laisser sortir, en fait. Puis après, vous êtes prêt de faire votre journée. Exactement. Complètement. Mais comme du sirop d'érable qu'on recueille sans la pression, vous savez, j'aime pas qu'on aspire les choses. Il faut laisser couler, il faut laisser venir. Il y a des jours, j'écris pas. Quand je suis avec vous en voyage comme ça, j'écris pas. Il faut laisser venir. Ça s'accumule. Ça viendra mieux quand je vais rentrer. Je serai content. Et est-ce que vous écrivez dans le calme ou ça vous prend une petite musique d'ambiance pour écrire? Ah non, surtout pas. C'est-à-dire que moi, les gens... Alors, j'ai une théorie là-dedans. Les gens qui n'arrivent pas à avoir une émotion assez puissante en eux vont la chercher ailleurs. Donc, ils écrivent avec de la musique. Je respecte ça. J'ai pas de souci avec ça. Mais moi, j'ai besoin d'aller chercher au plus profond de moi ce qui compte le plus. Parce que j'ai pas envie que vous lisiez mes livres en écoutant de la musique. J'ai envie que vous entendiez votre voix, peut-être la mienne, mais vous murmurer à l'oreille ce que je vous raconte. Et c'est un moment où on doit plus plaisanter. C'est-à-dire, si on plaisante, c'est comme un bon film. Quand on est dedans, on n'a pas envie de la pub, on n'a pas envie du bruit, on n'a pas envie de la nourriture des autres, on n'a pas envie des enfants qui débarquent, on n'a pas envie du téléphone qui sonne. C'est ces moments-là, moi, pour lesquels je travaille. Si vous me permettez, Monsieur Le Gardinier, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de votre coup de cœur littéraire.